14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler du cœur, on ne va pas parler non plus du sexe. Ce n'est pas la tête qui va être le sujet important durant ces 2 heures. Et pourtant, nous allons parler d'une partie du corps essentielle. Une partie que nous avons trop souvent tendance à ignorer, ou en tout cas à ne pas lui accorder tout l'intérêt qu'elle mérite. Ou plutôt qu'il mérite, puisque nous allons parler du ventre. Et qui d'autre que Michel Odoul pour nous éclairer sur toute la symbolique du ventre. Moi, je pense au ventre de Bouddha, le ventre d'une femme enceinte, le ventre plat que beaucoup de gens aimeraient avoir. Bref, ce ventre qui contient bien sûr nos intestins et qui a pour mission d'évacuer. Et là encore, la symbolique est forte entre les radins constipés et la chiasse quand on est face à un événement particulièrement compliqué. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les mots du ventre ? Vous avez souvent mal au ventre, vous voulez mieux comprendre, eh bien, je vous invite à nous rejoindre et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors, vous avez créé l'Institut français de Shiatsu. On vous connaît bien pour ce best-seller, hein, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et le ventre, oui, en travaillant sur le sujet aujourd'hui, je me suis dit, mais il y a énormément de symbolique avec le ventre. Il y a énormément de symbolique parce que le ventre est une zone quand même particulièrement sensible du corps, que tout un chacun un jour a eu à ressentir et à vivre parfois inconfortablement. De la simple gastro-entérite, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à des difficultés un peu plus importantes et un peu plus grandes. Le ventre est une zone, en fait, qui est une zone du corps souvent ignorée, souvent maltraitée, souvent méconnue, et que la science moderne redécouvre à travers lui tous ces principes qu'on connaît avec la médecine traditionnelle chinoise, qui est que malgré les apparences, il se passe des choses extrêmement puissantes et importantes pour nous au niveau abdominal, et je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Certains avaient écrit déjà depuis quelque temps, depuis un certain nombre d'années, en parlant du ventre comme étant un deuxième cerveau. Et alors pourquoi on dit deuxième cerveau justement ? Pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est la deuxième zone du corps la plus porteuse de neurones sur le plan. Et qu'il y a, en plus, avec le système neurovégétatif qui est très en lien avec tout ce qui est la question digestive, la question du péristaltisme, la question de la manière avec laquelle nous apprécions le monde et nous apprécions la vie, eh bien, sont très en lien avec nos fonctions cérébrales. Et nous allons voir que ça va très très loin. Mais les anciens Chinois déjà avaient commencé à réfléchir là-dessus quand, si vous prenez par exemple une planche d'anatomie ou que vous ouvrez le ventre de quelqu'un et que vous voyez ce que représente l'intestin grêle et qu'après vous prenez une planche d'anatomie, vous regardez le cerveau, vous voyez que ce sont deux images totalement similaires. C'est-à-dire qu'il y a des circonvolutions et que ces circonvolutions sont peut-être tous les deux destinées à gérer des éléments dont on se nourrit. Alors peut-être physiquement parlant les nutriments, on verra comment, etc. Mais également d'autres choses dont on se nourrit qui s'appellent les informations. Et on verra que cette zone abdominale est extrêmement porteuse de notre capacité à personnaliser les vécus et les informations. Il est vraiment la zone qui est celle qui va nous permettre d'assimiler ou non, de rejeter ou d'accepter de nous nourrir de quelque chose. Et c'est pour ça que le ventre est porteur dans les grandes symboliques psycho-énergétiques, telles que je les développe effectivement dans mon ouvrage, de cet axe qui s'appelle objectivité-subjectivité, parce qu'en fait, on se rend compte que les événements sont rarement objectifs et sont toujours des interprétations. Et ça, c'est la signature de ce dont j'accepte de me nourrir. Notre ventre est très... De se nourrir et d'évacuer. De se nourrir. Et donc, si je accepte de me nourrir de tel élément, je vais donc devoir me débarrasser de tel autre. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre que deux personnes qui vont manger exactement le même repas le midi ne vont pas du tout assimiler les mêmes choses. Alors que pourtant, objectivement, pondéralement parlant, il y a les mêmes glucides, les mêmes protéines, les mêmes lipides, etc. Et que c'est à un autre niveau que ça se passe. Et la façon dont les cellules mésentériques, la façon dont les cellules de l'intestin grêle laissent passer les aliments et les nutriments, la façon dont ils rentrent dans le sang ou au contraire sont redirigés vers le gros intestin, eh bien dépend en fait de la façon avec laquelle nous percevons le monde. Ce qui permet de comprendre ces douleurs au ventre des enfants avant leur rentrée, ce qui permet de comprendre un certain nombre d'états inflammatoires au niveau de l'intestin grêle, ce qui peut permettre de comprendre bien sûr les crampes d'estomac, etc., etc. Et puis au-delà de cela, vous évoquiez tout à l'heure la femme enceinte, de tout ce qui peut éventuellement se passer au niveau notamment
endomètre, hormonal, capacité à procréer ou pas, et donc fabrication éventuelle de fibromes ou de choses de ce style-là. Oui, et puis ce qui est important aussi à comprendre, c'est que bon, on visualise tous évidemment la ceinture, mais il y a le bas du corps et le haut du corps, et le ventre, c'est le bas du corps. Avec tout ce qu'on peut imaginer aussi de pas bien. Enfin, ça reste à part quand on parle de Bouddha, où en effet le ventre de Bouddha est quelque chose de spirituellement très positif, mais sinon on a tendance toujours à voir le ventre comme les bas instincts, quoi, en quelque sorte. C'est intéressant de revenir là-dessus, peut-être. C'est quand même ce qui est porteur et permet d'évacuer les matières organiques. Donc partant de là, pas obligatoirement des choses odorantes comme il nous conviendrait et agréables ou etc. Sauf que maintenant même, notre science actuelle est en train de redécouvrir l'importance de ce qui se passe au niveau aussi du gros intestin, puisque on en est à élaborer, et ça existe déjà en milieu hospitalier, des techniques particulières dans lesquelles on réinstille de la matière fécale pour relancer un système immunitaire. Et là, on se dit, mais comment se fait-il que dans ma capacité à évacuer ce qui est en moi et ne me convient pas, et dans ma capacité à accepter de me nourrir d'un certain nombre de choses, je constitue mon immunité. Et là, on va voir qu'on a un champ absolument incroyable de compréhension et de lecture autrement de ce qui est bon. Il faut se rappeler aussi que l'expression « comment ça va » vient de « comment ça va à la selle ». Et ça remonte avant Louis XIV même, je crois. Oui. Mais d'ailleurs, Louis XIV, le aller à la selle du roi le matin était une cérémonie publique. Et des médecins qui étaient là observaient et analysaient. Il y avait quelque chose qui était... On comprenait bien qu'à partir du moment où le système, qui est le système qui a à gérer ce dont nous nous nourrissons et qui donc nous permet de maintenir la vie, était essentiel pour le bon fonctionnement de l'individu. Et que quand celui-ci fonctionnait bien, l'individu fonctionnait bonnement bien. Que lorsqu'il était confronté en revanche à des difficultés, à des peurs, à des craintes, on parle de la peur au ventre, vous parliez tout à l'heure de la constipation, bien sûr que dans la constipation on va trouver la retenue, mais la retenue dans tous les sens du terme, et qu'il y a à se réconcilier à nouveau avec cette partie de nous-mêmes, et d'en profiter d'ailleurs pour intégrer une idée beaucoup plus vaste sur le plan philosophique, qui est de se dire, y aurait-il une seule partie de nous-mêmes qui ne soit pas digne ? Par exemple, oui. Et puis, ce que souvent certaines personnes qui justement ont tendance à être trop timides, trop complexées, etc. J'aime bien leur rappeler. Attends. De toute façon, même ceux qui te semblent supérieurs à toi, ils sont comme toi, ils vont à la selle tous les matins. Oui, c'est une des techniques qui permet parfois de... pour permettre aux gens qui avaient des inquiétudes avant des rendez-vous importants, avec un chef dont ils avaient peur, en lui disant, écoute, imagine-le le matin... sur les toilettes. Voilà. Et puis tu verras Et a priori, ça redeviendra un être humain. Exactement. Bon, alors on va voir quels sont vos maux du ventre et Michel Odoul pourra vous éclairer. Vous nous appelez bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. C'est Nathalie qu'on retrouve dans un instant. Les auditeurs, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est en compagnie de Michel Odoul, auteur de « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». C'est ressorti aux éditions Albin Michel avec une version augmentée, avec notamment toutes ces maladies nosocomiales qui sont en nette augmentation. On pourra peut-être, si vous avez envie de le savoir, on pourra peut-être savoir pourquoi, en tout cas avoir l'opinion de Michel Odoul. Mais pour l'instant, c'est Nathalie qui vient avec nous sur Sud Radio et qui, en effet, veut parler de ces douleurs au ventre. Et semble-t-il, Nathalie, ça a à voir avec votre compagnon ? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Déjà, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous. Oui, enfin, c'est ce que j'ai constaté sans vraiment le vouloir. Parce que je suis avec quelqu'un depuis 4 ans. Les deux premières années, ça se passe très bien. Les 2 autres, un peu moins bien, parce qu'on se connaît un peu plus. Donc, les choses sont différentes. Mais les 4 fois où on a voulu partir, disons, en vacances, un coup à la montagne, un coup sur la Côte d'Azur, au moment de partir,
j'ai fait des crises au ventre, mais des crises énormes, quoi, à me tordre, à plus pouvoir manger, à vomir. Bon, des diarrhées non, mais je veux dire, j'étais très très mal et presque toute la nuit. Donc jusqu'à vomir. Oui, jusqu'à vomir. La première fois que c'est arrivé, je le connaissais depuis 4 mois. Donc, c'est arrivé, j'étais pas très à l'aise, forcément, parce que c'est un homme, bon, moi je le connais plus, c'est pas très bien, et il a fallu qu'on rentre le lendemain. Il a assuré, il a appelé les pompiers, enfin, tout s'est bien passé. Je suis allée faire une prise de sang, j'avais rien. Donc, je suis rentrée à la maison. Et alors, est-ce que c'est ça que j'ai gardé en tête ? Peut-être, je ne sais pas, je suis pas dans la psycho là-dedans, enfin vraiment. Et je me suis demandé. Et c'est juste les 4 fois où vous deviez partir en vacances, ça vous est pas arrivé d'autres fois ? Oui, il y a une synchronicité étonnante quand même. Ça m'est arrivé à la maison aussi, des crises à la maison. Mal au ventre, quand il était là, la nuit. Bon, après, il y a 1 an de ça, j'ai été quand même opérée de la vésicule biliaire. On m'a levé la vésicule biliaire. Est-ce que c'était des crises que je commençais à avoir ? Mais ce qui m'a fait douter, alors, on dit somatiser. Somatiser, ça veut dire que c'est le corps qui parle. C'est bien ça, Brigitte, quelque part. On n'est pas bien et le corps nous fait savoir qu'on n'est pas bien, quoi. Donc chaque fois que j'ai préparé mes affaires, donc on devait partir à droite, à gauche, enfin je ne vais pas vous dire où, la veille je tombais malade, et toujours avec la même personne, alors que je peux partir avec mon fils, ma fille, ça me le fait pas. Alors je me suis posé, donc là ça date d'1 mois. Je me suis posé cette question, j'ai dit, mais est-ce que c'est pas la personne qui, je sais pas, qui m'apporte, je suis pas rassurée, comme ça s'est mal passé la première fois. Pour l'instant, vous n'habitez pas ensemble, pour l'instant ? Non, je n'habite pas, D'accord. On n'habite pas ensemble. Absolument pas. Bah, en tout cas, il y a une synchronicité, Michel Odoul. Je crois que, si vous voulez, il y a plusieurs volets dans la question qui est la vôtre. La première, c'est, on va dire, sur le plan biomécanique. Vous vivez ce qu'on appelle des manifestations neurovégétatives. Il faut savoir que notre ventre, notre abdomen, que ce soit les intestins et les organes du système digestif et du système d'élimination et d'évacuation, ils sont gérés, ils sont interagis par un système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome ou le système neurovégétatif. Et ce système nerveux ou neurovégétatif, il est en lien avec nos structures non conscientes et il est en lien au niveau cérébral avec notre cerveau limbique. On n'est donc pas du tout avec quelque chose qui est géré et maîtrisé par la volonté ou par la conscience ou par le conscient. Si par exemple je veux tendre mon bras pour prendre un verre d'eau, je vais utiliser un autre système nerveux qui est le système nerveux moteur qui me permet d'agir et de faire les choses que consciemment je décide. En revanche, si je veux avoir la chair de poule ou vomir comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je ne peux pas le faire volontairement. Ce sont des interactions moins conscientes, plus profondes, qui se mettent à un moment donné en route pour un certain nombre de raisons et qui font que, le phénomène, le ressenti ou le vécu, le spasme, la contraction, la tension se manifeste. Ça fait partie des manifestations un peu comme le mal au ventre avant l'école ou etc. que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, au-delà de cela, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver quel peut être le facteur causal. Je ne sais pas s'il y a besoin de chercher beaucoup, vous l'avez évoqué vous-même. Il y a quelque chose dans ce moment du départ en vacances qui vous parle sans doute très précisément. Alors vous évoquez le fait qu'avant, vous avez eu la vésicule qui a été enlevée, parce que sans doute il devait y avoir une lithiase, il devait y avoir du sable à l'intérieur ou des calculs qui devaient... Il n'y a qu'1 an et demi, hein, Michel. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a levé. Donc, du corps, du ventre, vous les avez eus avant. Voilà, c'est pas lié à ce monsieur, mais c'est sans doute lié à la même problématique. Vous savez, la question psycho-émotionnelle qui est associée à la vésicule, c'est quelle est ma place ? C'est-à-dire une interrogation sur la place que j'ai le droit ou que je mérite de prendre, et sur la place et le droit que je laisse à d'autres. Et donc, partant de là, il y a sans doute quelque part quelque chose qui a été un vécu dans lequel il y a eu un sentiment de non-reconnaissance ou d'injustice, je ne sais pas quel qu'il soit,
Et aujourd'hui, quand vous êtes dans cette relation de couple un peu particulière, qui n'est pas partagée au quotidien, mais qui est celle qui va vous conduire à un moment donné à devoir aller partager un temps d'intimité qui, lui, va être permanent avec une personne, quelle qu'elle soit, eh bien, ça peut générer de l'inquiétude, du stress, etc. Et dans l'idée de se dire, soit, qu'est-ce que je vais découvrir de lui, ou qu'est-ce que lui risque de découvrir de moi. Et tout ça génère, au plus profond, bien sûr, eh bien, ces espèces de tensions qui existent sur le système neurovégétatif. Notamment, il y a un nerf du système neurovégétatif qui s'appelle le nerf pneumogastrique, qui est donc, comme son nom l'indique, qui touche à la fois sur ce qui est la question du poumon et sur ce qui est la question du système digestif et de l'estomac, eh bien, qui va se mettre en tension, qui va générer ces spasmes, ces inconforts, ces tensions, ces douleurs, qui peuvent aller jusqu'aux crampes d'estomac et au vomissement, bien entendu, parce que nous avons du mal, l'estomac, c'est ce qui nous permet de gérer et de digérer les éléments organisationnels et matériels de notre vie. Donc, lorsqu'il y a vomissement et rejet, eh bien, c'est qu'on pense ne pas le pouvoir, ne pas en être capable, que ce soit trop lourd ou trop difficile. Je pense que la vie intime à deux permanente est sans doute quelque chose qui vous fait peur. Donc c'est à vous maintenant de réfléchir, Nathalie, si c'est vous qui n'arrivez pas à trouver votre place parce que vous n'y arrivez pas par rapport à vous-même, ou si c'est lui qui ne vous la laisse pas. Vous voyez, c'est pas là c'est vous qui pouvez donner la réponse, c'est pas Michel Odoul. On s'entend bien, comme on va dire un couple normal, mais il n'y a pas. Enfin, Attendez, vous avez quand même dit quelque chose qui moi m'a heurté. Vous avez dit depuis qu'on se connaît mieux, ça va moins bien. Enfin, en tout cas, vous l'avez peut-être pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc, juste vous poser une question. Il vous demande en mariage demain, qu'est-ce que vous faites? Ah non, je peux pas, je peux même pas vivre avec lui. Mais non, mais cherchez pas plus loin. Voilà, mais je ne peux pas vivre avec lui. Vous venez de le dire. Ben voilà, vous l'avez dit. Vous comprenez? Donc c'est que quelque part, je dis pas qu'il faut quitter cet homme, mais en tout cas, voyez-le comme un si le mode de vie compagnon actuel de temps en temps, mais n'envisagez pas de partir en vacances avec lui. Ce serait trop douloureux pour vous, visiblement. La 4e fois, donc il y a à peine un mois, j'ai compris. Ça fait quand même. Comment vous dire j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose. Bah oui, ça me paraît. Enfin, je veux dire, c'est très très limpide et vous avez bon. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous a dit Michel Odoul, c'est la compréhension de ce qui se passe dans votre corps. Vous l'avez dit, c'est somatique, mais vous avez compris que votre corps vous dit quelque chose, et je pense que votre esprit maintenant va l'entendre. Et quand je vomis, je rejette quelque chose dont je n'ai pas envie de me nourrir. Exactement. Merci beaucoup Nathalie en tout cas. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve sur Sud Radio 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Nous allons avoir Vanessa justement qui nous a appelé. C'est sa fille qui a des problèmes intestinaux. On voit ça dans un instant. 14h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, mal au ventre. C'est une expression qu'on connaît et qu'on a tous connue, ces mots du ventre. Et grâce à Michel Odoul, eh bien, au moins, quand ça va nous arriver la prochaine fois, on pourra interpréter et on sera un peu plus intelligent, ou en tout cas plus en relation avec nos émotions et avec ce qu'on ressent. Bonjour Vanessa. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Et puis, comme souvent on vous le dit, c'est vrai que vous êtes tous les deux d'utilité publique. Je suis ravie de passer à votre émission aujourd'hui. Merci Vanessa, c'est gentil. C'est pour votre fille que vous appelez. Voilà, oui. C'est un autre éclairage que vous allez pouvoir peut-être m'amener, parce que c'est vrai que je suis assez soucieuse pour ma fille depuis une petite année. Enfin, en tout cas, au moins depuis le début de l'année, là, où... Elle a eu des gros soucis où elle ne peut plus quasiment ingérer quoi que ce soit. Quel âge, Vanessa, votre fille? 27 ans. D'accord. C'est pas un bébé. Alors, c'est vrai qu'enfant, ça a été une enfant qui est née, on m'a dit, c'est la deuxième, donc c'est les coliques du nourrisson, c'est elle qui les prend. Elle a été suivie parce qu'elle faisait sa durée. Donc, on me disait, il y a des hanches sur les intestins qui ne permettent pas que les aliments se digèrent facilement. Donc, essayer d'enlever certains aliments, notamment tout ce qui était chou, les produits qui fermentaient. Et puis après, je vais dire que ça s'est à peu près bien passé, avec peut-être une constipation jusque toute sa vie, quoi.
Et puis là, depuis cette dernière année, elle peut quasiment plus rien manger. Alors j'aurais tendance à dire tout ce qui est de nourriture transformée. Mais pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt un bon régime alimentaire. Du coup, voilà, elle a essayé de supprimer ce qu'on supprime le premier, c'est-à-dire gluten, lactose, tout ce qui est plutôt trop sucré. Elle peut plus toucher une goutte de vin. Elle est dans un état, elle est couchée, elle a mal au ventre, elle est pliée sur les toilettes. Enfin voilà, je suis vraiment un souci, quoi. Alors, je crois déjà que la première chose dont elle a peut-être besoin, c'est d'avoir une mère confiante et pas soucieuse, puisqu'elle est déjà soucieuse elle-même. Et il faut que vous compreniez que derrière toutes les manifestations, même si elles sont inconfortables, difficiles à gérer, etc., il y a un principe et un phénomène de vie qui est en train de s'exprimer. Elle a sans doute effectivement quelque chose de particulier sur lequel elle a besoin d'amener un petit peu de lumière et d'éclairage. Qu'elle ait plus envie de boire de vin, ça c'est pas très grave. Je pense que même au contraire, sur le plan santé, durée de vie, etc., ça ne peut être qu'une bonne chose de ce point de vue-là. Après, il faut tout remettre en perspective et en circonstances. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des circonstances particulières dans lesquelles c'est encore pire ou non ? La deuxième des choses, vous évoquez le fait que maintenant elle a 27 ans, donc on pourra avoir une petite piste éventuelle de réflexion par rapport à quelque chose, mais quelle est actuellement, puisque vous disiez que ça allait mieux, la chose ou les choses qui ont changé dans son contexte de vie ? Alors pour aller un peu mieux, comme je vous disais, je pense que c'est plutôt le fait que, comme presque plus rien n'est passé, elle s'est vraiment inquiétée et elle a changé radicalement. Elle a pris beaucoup de mesures dans son alimentation, y compris son médecin qui la suit. Ils lui ont rajouté des protéines. On ne vit pas ensemble, hein. Nous, ça fait depuis 2017, elle a pris son Il y a combien d'années entre elle et sa sœur aînée ? Il y a 4 ans. Oui. Elle a pris son envol, on va dire, dans une vie qui est assez stressante depuis le Covid. Elle est partie à l'étranger, elle a ouvert sa société il y a 3 ans. Parce que, vous voyez, Vanessa, excusez-moi, on vous coupe, mais on ne va pas revenir sur ce qu'elle mange ou ce qu'elle ne mange pas, parce qu'on va essayer d'être plus général. Ce qui est important déjà de comprendre, c'est que quand on arrive et qu'il y a 4 ans de différence, c'est vraiment... on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est toute la phase du complexe d'Oedipe, etc. Donc il y a quelque chose d'important à comprendre, difficile de trouver sa place. Et puis là, visiblement, dans ce que vous racontez, c'est pareil. Elle a changé de métier, elle a changé de lieu, et visiblement, c'est difficile aussi de trouver sa place. Donc on revient à ce que vous disiez, Michel Odoul, finalement, avec Nathalie. Oui, alors il y a cette question-là, parce qu'effectivement, il y a un soupçon assez important au niveau vésiculaire. Et je pense que votre fille aurait un grand bénéfice à aller consulter un acupuncteur, un praticien shiatsu ou éventuellement un homéopathe s'il y en a dans la région où elle est. Ça après c'est la question de voir, parce que là aussi c'est son neurovégétatif qui est en cause, mais elle signe très clairement quand on a de la difficulté à se nourrir, ça veut dire qu'on a de la difficulté à se nourrir de la vie. C'est-à-dire à laisser ce que la vie nous propose rentrer en nous. Et vous avez dit quelque chose qui est très important tout à l'heure dans la remarque, c'est plutôt d'ailleurs sur les choses qui sont préparées dans l'alimentation en général. Donc je pense que votre fille, elle a du mal à accepter de se nourrir des choses qu'on a préparées pour elle, ou de ce que la société lui propose, ou de ce que le monde environnant lui propose, etc. Ensuite, la phase d'âge dans laquelle elle est une phase d'âge dans laquelle il y a un référentiel manifestement qui est concerné, c'est l'image du père. L'image du père direct ou indirect, c'est-à-dire y a-t-il quelque chose en lien avec un homme dans sa vie, avec un référent ou un hiérarchique ou quelque chose comme ça. Le changement de contexte lié à tout ce qui a été le Covid, parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain brutalement, tout pouvait s'arrêter. Nous sommes rentrés tous dans un état de sidération suite au bouleversement total qui nous montrait que nous étions en fait dans l'impermanence la plus totale. Ça peut venir réactiver des peurs viscérales qui sont justement des peurs d'insécurité. Donc qui ont pu commencer très tôt.
Ça pouvait même être dans la période intra-utérine. Je ne sais pas quel a été le contexte de votre grossesse avec elle. Mais je pense que l'ensemble des choses, c'est-à-dire ça, la crise donc du Covid dans laquelle on s'est retrouvé enfermé, donc où on a perdu le champ de la liberté, la difficulté à se nourrir des choses qui ont été préparées industriellement ou pas, et ensuite la phase d'âge, je pense qu'elle a effectivement besoin de se faire aider sur la conscience qu'elle a d'elle-même, la valeur qu'elle se donne, et sa capacité à accepter que des éléments venus de l'extérieur et qui étaient préparés par d'autres lui permettent de se nourrir et de vivre. Parce qu'elle est dans presque une attitude quasi anorexique, oui, bien sûr. Alors que si c'était une véritable anorexie, il y aurait quelque chose à dire avec vous. Alors, je ne pense pas qu'elle en soit à l'anorexie. Je vous coupe. Je pense pas qu'elle en soit à l'anorexie. C'est pas ce qu'a dit Michel Odoul. D'accord, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. J'ai dit elle est dans un principe ou une phase quasi anorexique, mais ce n'est pas de l'anorexie puisque elle n'est pas dans le refus de se nourrir. Elle est dans la recherche des aliments qui lui feraient pas mal. Aujourd'hui, on évoque une insuffisance pancréatique. En tout cas, ils vont tourner les examens vers ça. Elle a 27 ans, elle n'a jamais fait d'abus. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'une là, on ne va pas revenir non plus sur ce que disent les médecins. Vous faites tout ce qu'il faut du côté de la médecine. Là, Michel Odoul vous apporte une autre lumière. Vous en prenez ce que vous pouvez en prendre et vous verrez bien. Mais là, je crois que ce que dit Michel Odoul est assez clair. Après, vous en faites quelque chose. Et tant mieux si ça lui permet d'aller mieux. Et voilà, c'est tout, ce serait sans doute mieux, parce que là, moi, ce que j'entends, c'est l'angoisse d'une mère. Ça serait sans doute mieux que ce soit votre fille qu'on puisse avoir. En tout cas, il y a une chose qui est claire et nette. Si on veut imaginer que le corps puisse nous dire quelque chose, le corps de votre fille lui dit une chose extrêmement simple. Écoute, voilà, tu as du mal à te nourrir de la vie, surtout la vie qu'on te propose et qu'on t'a préparée. Cette arrivée dans la vie, ça a commencé sans doute très tôt. Tu as du mal à intégrer les aliments, tu as du mal à les digérer, tu as du mal à les métaboliser. Ce dont tu te rends compte en plus, et que ton corps te dit, c'est que petit à petit, les choses se rétractent. Et qu'il y a donc besoin de poser des choses à plat et d'aller vraiment éclairer ce qui est derrière ça. Quelle est la problématique de vécu qu'a été la sienne dans son arrivée dans la vie, dans le rapport qu'elle a au masculin et dans le rapport qu'elle a à la hiérarchie et à l'autorité, et quel est le sentiment profond qu'elle a eu au moment du confinement qui l'a conduite à partir et à aller ailleurs voir si le ciel était meilleur. Voilà, et on peut imaginer en effet que quand elle est arrivée, sa grande sœur qui avait 4 ans lui a peut-être pas voulu lui laisser toute la place qu'elle méritait d'avoir. Ça, c'est encore une fois une autre hypothèse, mais il n'y a que elle qui peut répondre, et on est là juste. Voilà. Et puis je voulais juste dire que oui, la manière dont les mamans s'occupent de leurs enfants, elle est souvent très maternante et très nourricière. Hein. On est aussi dans toute une symbolique là qui dit beaucoup de choses. Et puis c'est vraiment, tous les organes parlent, et le pancréas. Donc je pense que par rapport à sa propre féminité, à sa propre rentrée dans la vie, à son propre désir plus ou moins conscient d'être mère ou de ne pas l'être, et de la manière avec laquelle elle peut se positionner par rapport à ça, tout ça, ça fait un espèce de cocktail qui effectivement peut rendre la zone abdominale particulièrement sensible et non réceptive. Voilà, donc je pense Vanessa qu'on vous a donné pas mal de renseignements, pas mal d'éclairages. Après c'est évidemment à elle d'allumer la lumière et de ranger son bordel, comme je le dis souvent. Merci beaucoup Vanessa. En tout cas, on continue avec Marie qui va répondre à 3 questions intimes. Et elle pourra en poser une après à Michel Odoul. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous êtes à l'aise quand vous êtes nue? Est-ce que vous aimez votre ventre? Physiquement, j'entends. Oui, écoutez, je suis plutôt à l'aise nue. Je fais un peu de naturisme en vacances. Ça me dérange pas d'être nue et j'ai pas de soucis avec ça. Mais effectivement, j'ai moins de soucis avec ça depuis que je suis maman. Bizarrement, j'ai perdu beaucoup de pudeur après mes grossesses. En fait, bizarrement. Ça arrive. Parfois, la maternité nous permet de prendre confiance en nous et d'aimer notre corps qui a su nous donner quand même la vie, hein, enfin qui a su donner la vie. C'est vrai. Deuxième question, Marie, est-ce que ça vous est déjà arrivé de fantasmer d'avoir des menottes? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde quand même, Marie. Le fantasmer et le mettre en pratique, bien sûr. Du coup. Oui, absolument.
dernière question. Quelle serait votre plus grande qualité en tant que maîtresse? Ouf. Je pense que ça serait ma liberté d'agir et de me laisser aller. Voilà, ça serait peut-être ça ma plus grande qualité, c'est d'être tout à fait libérée. Voilà. En même temps, liberté d'agir et aimer les menottes. Oui, mais ça va avec, je trouve, justement, se laisser aller à se faire attacher. C'est un paradoxe intéressant. Non, moi je trouve que ça va bien avec. Parce avoir que la liberté de se laisser attacher. Accepter d'être attaché, c'est vraiment accepter tout, quoi. Donc une liberté absolue. Vous savez que les contraires se rencontrent. Je relevais juste un apparent paradoxe. Tout à fait apparent. Je suis d'accord avec vous, Marie. Vous pouvez poser une question à Michel Odoul, allez-y. Vous m'avez tendu une super perche. Michel, est-ce que vous vous êtes déjà fait attacher et est-ce que vous avez aimé ça? Alors là, la réponse, elle va être simple. Non, jamais. Et j'ai encore du mal à l'envisager. Je ne sais pas si je le ferai un jour, très sincèrement. Mais pour moi, c'est symboliquement quelque chose, et là je ne parle que de moi, évidemment, c'est symboliquement quelque chose qui pour moi est associé au contraire à l'absence totale de liberté et de mouvement. Et bon, moi je suis un enfant des années 60-70, donc la notion de la liberté que j'ai, elle est assez précise et claire. Donc non, c'est quelque chose que je n'ai... et puis très très sincèrement, pas qu'il me tente particulièrement. Maintenant, je ne pense pas être un représentant particulièrement significatif d'une libido débridée. Donc après... Bon, mais il faut jamais dire jamais, donc mais je ne sais pas. Franchement, là, non, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Il faut l'essayer, c'est l'adopter, alors il faut bien essayer une fois. Oui, ça sera très circonstanciel, alors. Bon, on verra, je vais essayer, Marie. Oui, Brigitte, à vous de jouer, là. Mais je ne suis pas sûre d'arriver à mes fins. Je vous dirai. Merci, Marie. Je cours vite, quand même. Merci à vous deux. Bon après-midi. Merci beaucoup, Marie. Allez, on fait une petite pause et puis on revient sur le ventre avec Michel Odoul qui est avec nous et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez pas 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu. On évoque le ventre aujourd'hui et les maux du ventre. Bonjour Claude. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. C'est une grande surprise en même temps. Surtout que j'ai le livre de Michel, Dis-moi où tu es mal, je te dirai pourquoi. C'est un des premiers livres que j'ai acheté quand j'étais diagnostiquée de la maladie de Crohn en 2013. Et moi j'ai eu une approche personnelle peut-être un peu particulière où pour la première fois j'ai eu l'impression, j'ai beaucoup d'émotions, de belles émotions. Et la première fois j'ai entendu, je crois, ce cri de l'être à l'intérieur de moi et j'ai demandé à mon âme de me guider sur ce chemin-là. Donc je suis sur un chemin de guérison depuis 13 ans. Donc j'ai entrepris comme on appelle ça, des thérapies, une thérapie. Je me suis accompagnée psychologiquement pour aller remonter sur toute mon histoire, aller comprendre, essayer de trouver le point d'origine. J'ai dévoré des quantités de bouquins. Je me suis inspirée du docteur Hammer. Enfin voilà, je cherchais l'origine. Qu'est-ce que j'avais pas compris? Quels étaient parce que des signes j'en ai eu, mais je les ai pas conscientisés. Et j'ai eu donc une éducation très psychorigide, avec un papa autoritaire, une maman très anxieuse, dans l'hyperprotection. Et puis j'ai développé le syndrome de la bonne élève. Je voulais tellement correspondre à l'attente de mes parents que je crois que tout est parti de là. Et de mes blessures aussi, les blessures de l'âme et tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, si vous voulez, moi la question, et c'est là où je me dis, Michel, il pourra peut-être m'apporter, et certainement même un éclairage extrêmement précieux dans mon cheminement, c'est que, si vous voulez, je me rends compte que oui, j'ai des traumas, j'ai des choses comme ça. J'essaye de dépasser tout ça, j'ai déjà dépassé beaucoup de choses dont il parle dans le livre, sur la vision manichéenne, sur poser des limites, trouver ma place, enfin toutes ces choses-là. Et mais aujourd'hui, voilà, j'ai été opérée il y a 2 ans malheureusement. J'ai activé tout ça pour éviter une opération, mais j'ai pas réussi. Et j'ai fait 2 fistules et on m'a enlevé 5 mètres d'intestin grêle et une partie du côlon. Bon, j'ai eu beaucoup de chance dans mes misères parce que je n'ai pas eu de stomie. Je vais parler comme ça pour pas être trop choquante.
pour les autres. Et donc aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, même si, voilà, il me manque une partie de moi, mais j'ai un autre regard sur la vie. La maladie me permet de me guérir. Enfin, elle me donne l'opportunité de m'écouter, de m'entendre et de me guérir. Et aujourd'hui, j'aimerais être beaucoup plus focus parce que bon, j'ai pas le sentiment, je sais pas comment dire ça, d'être peut-être guérie, je sais pas. Aujourd'hui, je me sens bien, mais je me dis potentiellement ça pourrait revenir. Et bon, j'ai peut-être une vision qui est pas juste quand je me dis que vu qu'il me reste plus que 2 mètres d'intestin grêle, ils sont extrêmement précieux pour moi. Et puis, ça m'a mené à la reconnexion de mes vrais désirs. Mais je me dis, voilà, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète et qui me dit, bon, tu as plus que cette partie-là d'organe qui est vitale. Enfin, c'est un organe vital pour moi. Et comment préserver ça et refocuser ma recherche et mon cheminement pour aller de manière beaucoup plus précise vers ce que je veux encore transformer en moi pour ma guérison. Alors Michel va évidemment vous éclairer, Claude, mais je pense que il y a quand même quelque chose qui est peut-être trop intellectualisé et peut-être pas assez ressenti émotionnellement, me semble-t-il. Okay. Vous savez, dans ce que on entend, dans ce que vous racontez de votre histoire, on entend un besoin d'absolu, on entend un besoin de précision, on entend un besoin de nommer très précisément les choses, on entend un besoin de mettre les éléments dans des cases dont on a une certaine certitude de ce qu'elles signifient, etc., etc., qui sont effectivement beaucoup d'éléments qui ont à voir avec la vision corticale du monde, avec le cortex cérébral. Et je ne sais pas si vous avez écouté l'émission depuis le début, mais je disais, regardez les planches d'anatomie, regardez comment une planche d'anatomie de l'intestin grêle ressemble à une planche d'anatomie du cortex. Il faut comprendre que la surmentalisation du monde, quelles que soient les raisons de cela, et on va y venir derrière après, elle va générer des tensions au niveau de la sphère intestinale et notamment de l'intestin grêle. Le mal de Crohn, c'est une pathologie qui touche principalement la zone terminale de l'intestin grêle, celle où les derniers aliments qui ne sont pas passés dans le sang, dont on n'a pas encore véritablement décidé de se nourrir, vont passer dans le gros intestin. Et cette zone s'enflamme et se spasme et génère des douleurs qui peuvent être des douleurs extrêmement violentes. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Il faut savoir que ça signifie qu'il y a sans doute un sentiment qui est un sentiment dans lequel, peut-être d'ailleurs par besoin de surmaîtrise ou de perfection, peut-être besoin parce qu'on nous a demandé ou nous pensons qu'on a attendu de nous d'être parfaits, de ne pas risquer de se tromper, de ne pas risquer de perdre ou d'évacuer des choses qui sont fondamentales et importantes, ou éventuellement en corollaire avec ça, parce qu'on a été dans cette vision-là, d'avoir été désapproprié de ce qu'est le véritable vécu et la vraie vie. Il y a derrière la maladie de Crohn souvent un sentiment de désappropriation de quelque chose, notamment par rapport à son projet de vie. Et que c'est peut-être quelque chose qui vous concerne profondément. En tout cas, excusez-moi Michel, je vous coupe, mais je crois que c'est important. Claude, vous avez fait un lapsus, et c'est toujours très intéressant quand quelqu'un appelle, parce que si on fait un lapsus, c'est que l'inconscient a besoin de dire quelque chose. Vous avez été opéré en 2013, c'est-à-dire il y a 10 ans, et vous avez dit... Excusez-moi, j'étais opéré il y a 2 ans. En tout cas, vous nous avez dit que vous aviez alors donc déclenché la maladie vous m'avez parlé de 2013 et après vous m'avez dit c'était il y a 13 ans. Et non, c'était il y a 10 ans, on est en 2023. Et moi je pense que ce qui vous serait arrivé à l'âge de 13 ans peut-être être intéressant à analyser, ou en tout cas un ressenti et je pense que vraiment on voit bien là ce qui passe, ce qui n'est pas passé, c'est un ressenti important qui a provoqué ce problème à l'intestin grêle. Et je pense qu'il y a une émotion comme ça qu'il faut aller chercher. Je ne sais pas comment vous pouvez la trouver, cette émotion, mais je pense que c'est ça qui va vous aider. Et puis là, pour l'instant, vous êtes en vie et vivez. Je crois que c'est ça qu'il faut vous dire. Ne projetez pas le fait que vous êtes en survie. Oui, tout à fait. À 13 ans, j'ai fait un arrêt de croissance pendant 5 ans. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie quand vous aviez 13 ans c'est le refoulement de la révolte. Je crois que c'est vraiment... Ça me parle énormément. Oui, et donc vous nous l'avez donné l'information, 13 ans, vous voyez ? Et votre inconscient nous l'a donné, cette information. Super. Et c'est celle-là qu'il faut... Regardez, puisque vous disiez que vous aviez mon livre où
je pense que c'est dans celui-là que je l'évoque, la maladie de Crohn, ou dans le lexique, je ne sais plus exactement lequel des deux, j'y dis très précisément combien c'est ce sentiment de désappropriation que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'à 13 ans, c'est un âge quand même particulier, il y a eu un profond sentiment, conscient ou non, du fait que vous désappropriez de votre vie, que ça a généré un sentiment de révolte que vous n'avez pas accepté, que vous avez profondément refoulé. Sauf que la révolte, c'est de la colère c'est de l'émotion c'est du feu. Et c'est ce qui petit à petit a enflammé cette zone finale de l'intestin grêle, qui est le dernier moment où on peut encore décider de s'approprier de quelque chose. Et comme le dit Brigitte, ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir focaliser quelque chose sur une partie de vous-même que vous n'avez plus. Donc, vous voyez comment le soin lui-même a été une désappropriation d'un pan de vous-même. Et ça vous fait perdre de vue que vous existez, que vous vivez, que votre corps fonctionne, que votre intestin fonctionne, que dans la capacité que vous avez à verbaliser les choses, manifestement, il y a quand même de la lumière et de la clarté qui est arrivée. Il n'y a aucune raison que vous ayez à nouveau quelque chose qui vienne se manifester comme ça. Le corps n'est pas pervers, il ne cherche pas à nous faire souffrir. Il tire juste la sonnette d'alarme quand c'est profondément nécessaire. Alors, écoutez Claude, réfléchissez bien, la jeune fille que vous étiez à 13 ans, qui n'a pas pu devenir la femme qu'elle avait envie de devenir, et puis devenez la femme aujourd'hui qui est en vie et qui peut vraiment profiter pleinement de la vie. Merci, je crois que vous m'avez... Ouais, ça résonne énormément, donc je vais repartir par là, et ça me donne beaucoup d'espoir pour consolider mon bien-être. Je crois, vous avez tout pour avoir de l'espoir. Quand vous, avec ce que vous avez passé, traversé et que vous êtes là, je crois que vous pouvez vraiment avoir tout l'espoir de vivre bien. Merci beaucoup Claude. Merci infiniment vous deux. Merci. Merci. Je crois que c'est toujours la même chose. Il faut bien comprendre que le corps nous dit quelque chose et que parfois on met du temps à comprendre parce qu'on veut l'intellectualiser et qu'en fait il faut toujours aller dans le ressenti. Oui, nous avons du mal parce qu'on ne nous apprend pas ça. Deuxièmement, on nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Troisièmement, ce qu'il nous dit n'est pas obligatoirement quelque chose que nous avons envie d'entendre, etc., etc. Et voilà tout un tas de raisons pour lesquelles on va tourner le regard ailleurs pour le problème, c'est que lui, il a quelque chose pour lui qui s'appelle le temps, et que de toute façon, il finira par nous le dire, et si nécessaire, avec la force qui convient, et c'est parfois extrêmement douloureux. Le mal de Crohn, par exemple, qu'on a évoqué là, peut être quelque chose d'extrêmement douloureux. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300. On continue à parler du ventre, mais je fais ma petite devinette du jour. Que fait un crocodile quand il voit sa femelle? Michel Odoul, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Les auditeurs des heures, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous. Nous évoquons le ventre aujourd'hui. Et je rappelle que vous avez des informations sur les maux du corps dans ce livre. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Il est ressorti aux éditions Albin Michel au début de l'année. Donc n'hésitez pas. Ça se déguste, si je puis dire, parce que c'est pas évidemment un livre qu'on lit du début à la fin, mais de temps en temps, on va y chercher une petite information et ça peut être révélateur d'une émotion ou de quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie. Marie-Hélène nous a rejoint, mais d'abord j'aimerais bien la réponse à ma devinette. Que fait un crocodile lorsqu'il voit sa femelle, Michel Odoul? Il pleure. Il l'accoste. Oh oui, bravo. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'entendre. Eh bien, on vous écoute justement, allez-y. Alors, voilà ce qui se passe. Alors, on va dire depuis 3 ans, j'ai chaque nuit, surtout la nuit, je dors et je suis réveillée et tout par mon abdomen, mon ventre, et tout qui produit une chaleur, mais ça c'est fulgurant, une chaleur concentrée et qui explose, on va dire, dans tout le ventre, où j'ai chaud, je sue, je suis trempée. Et bon, je suis pas très bien, donc vraiment pas très bien, et ce qui m'empêche de dormir. Je passe pas une nuit depuis des années à une nuit tranquille et tout réparatrice, ou donc voilà, ça me fait des levées. Bon,
qu'est-ce que je pourrais dire il y a quelques temps. C'est assez incroyable et étonnant, hein, ce que vous racontez, donc. Non, pas vraiment. Je me suis dit, j'ai le feu au corps. L'image qui m'était venue. Oui. Alors le feu au corps, en général, ne parle pas tout à fait de ça. Non, c'est plus bas le feu. Voilà, c'est plutôt en prise avec un autre champ qui est dans la zone basse du ventre. Il faut savoir plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en fait, le ventre, c'est la zone du corps qui est la plus chaude, où la température est la plus élevée. Et c'est nécessaire, le centre, le point le plus chaud est au cœur de l'intestin grêle, parce que c'est là que se produit un processus qui est quasiment alchimique, puisque c'est le processus de la déstructuration des nutriments, c'est-à-dire de la matière, pour les transformer en énergie. Et donc, il y a un besoin de chaleur qui est extrêmement important. Ce besoin de chaleur produit un phénomène de dilatation de certains vaisseaux et de certaines zones cellulaires qui permet le passage des nutriments dans le sang, etc. C'est-à-dire que cette zone calorique n'est pas une zone qui est étonnante. Le fait qui est étonnant, et en ce qui vous concerne, c'est l'intensité, et c'est le fait que ça soit pendant la phase nocturne. Et là, on va rentrer dans un deuxième champ éventuel d'éclairage de ça. C'est que, est-ce qu'on peut vous demander quel est votre âge ? Alors, j'ai aujourd'hui 63 ans. Il se passe quelque chose, j'allais donner un éclairage, il se passe quelque chose d'extrêmement important tout dans ma vie. Alors, la première, c'est qu'à l'âge de 20 mois, j'ai été abandonnée, placée dans des institutions. J'ai été parfaitement heureuse. Aucun souci jusqu'à l'âge de 18 ans. Et aujourd'hui, il y a à peu près 4 ans, et plus précisément, plus intensément il y a 2 ans, j'ai une fille, la dernière de 3, et aujourd'hui, il y a 17 mois, un fils, le deuxième, donc de 3 ans. De 3 enfants, mais qui ne veulent plus entendre parler de moi et qui me rayent de leur vie. Alors je me dis, là, c'est le nid qui a porté. J'en sais rien, je cherche, mais c'est pas l'acupuncture. On va essayer de vous éclairer un petit peu, parce que ça, c'est la deuxième composante de la question que vous avez posée. C'est pour ça que je m'étais permis de vous demander votre âge. C'est-à-dire qu'il y a une phase de vie particulière dans laquelle il peut y avoir des moments d'élévation de température dans le corps qu'on appelle les bouffées de chaleur. Et ça, c'est en lien donc avec le phénomène de la ménopause, c'est-à-dire le moment où la femme perd la capacité à être mère, se sent désappropriée de cette capacité à être mère, et c'est quelque chose qui peut éventuellement être activé quand les enfants quittent le nid, ou quand on a l'impression que ce pourquoi on a existé ou on a construit énormément n'est plus respecté, ou du moins on l'interprète et on le vit comme tel. Et je pense que la phase nocturne qui est celle... Vous savez, la nuit, c'est le moment où le conscient est débrayé. Donc c'est le moment où il laisse de la place pour le non-conscient. Et là, des choses, des profondeurs peuvent remonter. Quelle est l'idée qui est la vôtre ? Quelle est l'image ? Sur quoi avez-vous construit votre vie ? Que représente le fait d'être mère pour vous ou pas ? Que représente le fait d'être désapproprié de cette dimension de mère et de maternante ? Je crois qu'une grande partie des réponses sont là, et qu'il y a sans doute quelque chose qui peut vous être très utile. Là aussi, ça s'appelle l'homéopathie. Allez voir un médecin homéopathe, il va vous donner des éléments qui vont réguler ça. Parce que sur le plan énergétique et en acupuncture notamment, vous évoquiez ça, eh bien, ce sont des énergies très précises qui sont celles de l'intestin grêle et d'un corollaire qui lui est associé, qui s'appelle le triple foyer, qui est celui en fait qui est porteur de notre capacité à faire la part des choses. Et il y a peut-être chez vous une vraie difficulté à ça, parce qu'il y a un ressenti d'abandon ou de trahison derrière tout ça. Ce qui se comprend tout à fait. Pardon ? Oui, je dis, on comprend tout à fait qu'il peut y avoir un sentiment d'abandon et de trahison, d'abandon, puisque vous-même, vous avez été abandonné, vous avez certainement tout fait pour que vos enfants aient ce sentiment de ne pas être abandonnés, et là, malgré tout, ils vous rejettent, donc vous abandonnent. Et de trahison, oui, puisque vous pensez avoir fait tout ce que vous pouviez faire en tant que mère, et que malgré tout, il y a, enfin, je dirais même d'injustice, là.
Voyez, et c'est ça qu'il faut travailler, je pense, sur le plan émotionnel. Après, évidemment, des médecines douces, comme on dit, peuvent vous aider. Oui, parce qu'il y a une mécanique derrière l'élévation de température dans le corps. C'est-à-dire, c'est pas un fait magique. Il y a une vraie mécanique corporelle. Il y a des sécrétions hormonales. Il y a tout un métabolisme qui est derrière ça. Donc, aller voir un praticien de technique corporelle qui travaille aussi, par exemple, en énergétique. Bon, moi, je vais vous parler de shiatsu parce que c'est ce que j'enseigne et que je connais, mais disons que toute technique corporelle qui va vous permettre d'aller travailler à la fois sur les structures dorsales et sur les structures abdominales part de la technique corporelle, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire par des techniques de toucher qui vont générer chez vous la sécrétion. Pardon ? Je me suis dirigée il y a longtemps vers de la fasciathérapie. Pas. Ce qui est important, c'est qu'à travers le toucher, on va générer des sécrétions hormonales comme de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine, etc. Il y a un certain nombre de sécrétions qui vont venir peut-être réguler et participer à ça. Et à nouveau, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des préparations intéressantes en homéopathie qui peuvent vous aider aussi à réguler ça. Et puis enfin, le dernier des travails, bien sûr, qui est à faire, et c'est ce que j'évoquais et qu'a évoqué Brigitte, il faut pacifier le sentiment de trahison et d'abandon. Vous savez, dans la trahison, celui qui a le problème, c'est pas celui qui est trahi, c'est celui qui trahit. Oui, ça, aujourd'hui, avec un travail important, je me rends compte que oui, c'est celui qui a fait, qui doit porter, on va dire, son acte. Oui, parce que Marie-Hélène, vous avez donné ce que vous avez cru bon donner. Si on vous le reproche et qu'on vous élimine, c'est quelque part parce qu'il y a quelque chose qui va pas très bien chez l'autre. Et que quand des enfants vous abandonnent, que vous ayez chaud au ventre, n'est pas outre mesure étonnant. Aujourd'hui, alors je vais rappeler deux choses par rapport à vous me parlez de hormonal et tout ça. Il y a 3 ans, j'ai eu une hystérectomie parce que j'ai eu une descente d'organes brutale. Sans avant-coureur. Et donc, il y a eu une hystérectomie conservatrice. Et puis, évidemment, la vessie et une triple chirurgie, donc un prolapsus. Tout était collé, puisque j'avais eu une césarienne pour mon premier enfant, tout était collé. Il y a eu ça. Après, j'ai eu un gros impact de santé il y a 17 ans, où j'ai une 10, je dis pas 1, 2, 3 pour faire un chiffre rond, 10 chirurgies du rachis. Oui, mais tout ce qui est, on voit bien, Marie-Hélène, à quel point justement cette partie du corps qui représente la maternité, etc., est terriblement touchée. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi vous faire aider psychiquement pour aller mieux, et puis physiquement évidemment aussi pour soulager ces Oui, parce que vous n'existez pas qu'à travers les autres. Il faut vraiment revenir à vous-même. Votre corps, il vous appelle vraiment avec une puissance inimaginable pour vous dire mais occupe-toi de toi. Exactement. Merci beaucoup Marie-Hélène et bon courage. On va continuer dans un instant avec Sylvie également qui nous a rejoint. 0826 300 300. Vous pouvez également prendre la parole si vous voulez un éclairage différent de la part de Michel. Les auditeurs de Sud, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul aujourd'hui et je rappelle que vous êtes l'auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est sorti aux éditions Albin Michel. Et on continue avec Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Michel Odoul. Bonjour. Et merci de me recevoir à l'antenne. En fait, je vous appelle parce que j'ai une forte douleur, une douleur viscérale, et dans des situations assez précises, je vais vous communiquer très rapidement les circonstances. Avant tout, je veux quand même vous dire que j'ai fait un long travail sur moi et j'ai pu identifier une de mes problématiques, sans doute liée à une jalousie qui date de mon enfance. J'ai toujours eu le sentiment que ma mère préférait ma sœur cadette. Et ça, bien sûr, ça c'est mon ressenti. Je sais qu'à l'époque, ça m'a causé beaucoup de souffrance. Et aujourd'hui, si je vous appelle, c'est parce que... Elle a combien d'années de moins que vous, votre sœur ? 18 mois. 18 mois, ah oui, d'accord.
Okay. Et je vous appelle parce qu'aujourd'hui, cette jalousie semble être réactivée de manière assez violente avec mon nouveau compagnon, avec qui je suis depuis une dizaine d'années. Il a une fille qui n'a encore jamais accepté la séparation de ses parents et de surcroît que son père soit parti pour moi et qu'on vive aujourd'hui ensemble. Et les contacts entre eux restent encore très épisodiques, très compliqués et se font toujours en dehors de moi jusqu'à présent. Et alors le problème se pose pour moi à chaque fois qu'il y a un rapprochement entre deux, je me surprends d'être prise par une douleur, une forte douleur. Ça me prend littéralement les tripes et il n'y a que l'expression d'une vive colère pour apaiser ces tensions dans ces situations. Et j'identifie peut-être à juste titre, je ne sais pas, cette émotion à celle de la jalousie que j'ai pu ressentir toute petite. Et j'aimerais bien savoir si effectivement je peux faire ce lien, ce rapprochement. Parce qu'effectivement, en tout cas, encore une fois, vous le faites, donc c'est quelque part il y a quelque chose à comprendre. Si c'est vous qui le faites, déjà vous avez, il faut vous croire et en tout cas votre ressenti est certainement juste. Mais votre père, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il s'occupait de vous? Est-ce qu'il était? Alors, je suis issue d'une fratrie de 7 enfants. Je suis celle du milieu. Et j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans et donc ma mère s'est retrouvée toute seule à gérer la famille. Donc, et quand cet homme quitte la mère de sa fille pour vous, elle avait quel âge, sa fille? Devait avoir une quinzaine d'années. D'accord, ok. Mais enfin, encore une fois, il y a peut-être aussi, quand vous voyez cet homme qui s'occupe de sa fille, ça réactive peut-être aussi le fait que vous n'avez pas pu avoir votre père qui s'occupe de vous. C'est comme ça la première interprétation qui serait la plus logique. Même maintenant, c'est vous qui avez parlé de la jalousie vis-à-vis de votre sœur cadette. Oui, mais enfin, ce qu'on peut sentir derrière ce que vous dites, en fait, c'est que plus que de la jalousie, c'est à nouveau, et on le retrouve, puisqu'on parle du ventre, ce n'est pas très étonnant. Quelle est ma place, ouais. C'est le sentiment de désappropriation et la problématique est la question de la place. Et là, j'ai été assez intéressé quand vous avez parlé de votre nouveau compagnon que vous avez depuis 10 ans. Il y a donc, alors soit félicitations pour votre capacité à renouveler en permanence le bonheur de la relation, ou éventuellement le fait que ça signe que vous avez manifestement depuis 10 ans le sentiment que la relation n'est pas totale et qu'il y en a une partie qui ne vous appartient pas. Et je pense que rien n'est plus logique qu'il y ait une présence de cette fille qui soit là. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous risquez? Si ce n'est éventuellement, peut-être, effectivement, de revivre ce que vous avez vécu avec le fait que cette sœur cadette qui est arrivée risquait de vous prendre de la place, de l'espace, du territoire, du référentiel de vie. Et il y a sans doute pour ça vraiment à vous sécuriser par rapport à la place qui est la vôtre. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Alors, je vis avec quelqu'un qui ne rassure pas, ça c'est clair. Voilà, enfin, si je fais la comparaison avec le père de mes enfants, qui était quelqu'un de très rassurant, en qui j'avais une totale confiance, aussi bien matérielle, affective. Là, c'est vrai que il ne remplit pas du tout ce rôle-là. Je n'ai pas choisi le même homme, ça c'est clair. Et c'est vrai que le fait de ne pas être rassurée et d'être quelquefois mise presque sur le même plan que sa fille, ça me déstabilise complètement parce que j'ai l'impression qu'effectivement la place, j'aimerais bien qu'il la nomme aussi bien à elle qu'à moi, mais j'ai l'impression que c'est très flou et qu'il n'arrive pas trop. Est-ce que quelque part il y a un sentiment un tout petit peu de culpabilité qu'il ait quitté sa femme, donc la mère de sa fille, et donc un peu sa fille à cause de vous? Et est-ce que ça pourrait être quelque chose qui traîne entre vous? Je ne pense pas. En tout cas, c'est pas conscient.
Le père de vos enfants, il est où? Il est où? Il est. Comment ça, il est où? La question est pourtant claire, Sylvie. Parce que, si vous voulez, j'entends quelqu'un qui me parle d'un être extraordinaire qui était rassurant et qui me dit que celui qui actuellement partage une partie de sa vie ne l'est pas. Et j'essaye de repositionner un petit peu les choses. Parce que, vous savez, la question de la place, elle est très, très basique et très simple. Souvent, on se trompe totalement sur la question de la place. La place, c'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose qu'on prend. Or, j'entends dans ce que vous dites que vous attendez que ce soit lui qui vous la donne. Il y a un moment donné, il faut que vous clarifiez ce que vous êtes et ce que vous faites dans cette relation. Et donc, votre ex, il est où? Qui est-ce qui est parti? C'est moi qui suis partie. Pour celui avec qui vous êtes? Oui, exactement. Et est-ce que c'était la bonne idée? Après coup, oui, parce qu'on s'entend bien. On a un contact régulier parce qu'il y a des enfants et que on a une relation qui est. Vous parlez de votre ex quand vous dites on s'entend bien. Oui. D'accord. Oui. Mais moi, je demande si c'est la bonne idée d'avoir quitté votre ex pour celui-là. Je me la pose plus la question. Maintenant, c'est derrière. Je me la pose pas. Moi, je vous la pose. Moi, je vous la pose. Oui, mais ça, je peux pas. Oui, non, mais attendez. On peut. Vous savez, parfois, on fait des erreurs dans la vie. On les assume, certes, mais c'est bien de les reconnaître quand même. Mmh. C'est-à-dire, si vous voulez, je crois qu'il faut. Vous savez, la particularité de l'adulte par rapport à l'enfant, c'est que quand il fait des choix, il en accepte le prix. Vous avez fait un choix, quelles que soient les circonstances et les raisons de cela, et qui aujourd'hui, effectivement, représente un certain prix. La question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez dans cette relation? C'est-à-dire que la place de chacun, elle est définie déjà par ce qui est le contexte de vie et ce qu'était l'histoire de chacun. Cet homme-là, il vous a rencontré, il partage une partie de sa vie avec vous, il a une fille. C'est-à-dire qu'il a eu une vie qui existait avant vous. Et donc, à un moment donné, il est fondamental que vous intégriez que dans la vie d'aujourd'hui que vous avez un homme qui a une histoire et qui a existé avant vous, dont une partie de la place affective, elle est aussi dans le lien avec sa fille. Il a de la difficulté à faire des choix, et etc. Vous n'aimez pas la situation telle qu'elle est. Asseyez-vous et puis discutez et posez les choses. Et pourquoi vous ne pas décider ? Absolument. Bon, en tout cas, je crois que vous avez eu pas mal d'éclairage, Sylvie. C'est à vous maintenant de faire le tri. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. Et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Michel Odoul, j'ai raison, il a tort. Ça c'est le titre de mon Love Conseil. Alors c'est fort possible que vous ayez raison, en tout cas que vous ayez l'impression que vous avez raison et qu'il a toujours tort, mais je crains fort que vous ayez tort si vous pensez que vous avez toujours raison. Et rien de plus facile que de rendre l'autre toujours responsable de ce qui ne va pas. Donc je vous invite à une toute petite introspection. Depuis quand n'avez-vous pas dit « je me suis trompé » ou « excuse-moi ». Si vous n'en avez pas le souvenir, c'est peut-être parce que vous pensez que vous avez quand même plutôt toujours raison. Et dans ces conditions, c'est normal que votre couple ait peut-être une tension qui ressemble à un conflit. Et c'est possible aussi que votre partenaire se soit un peu éloigné. Parce que quand on a affaire à quelqu'un qui ne sait jamais s'excuser, qui ne sait jamais demander pardon, c'est vrai qu'on a tendance à prendre un peu ses distances. Alors, je crois que c'est important de comprendre qu'on n'a pas toujours raison, même si on peut avoir ce ressenti-là. Parfois, on peut avoir le ressenti d'avoir raison. C'est bien quand même d'écouter l'autre avant d'affirmer qu'on a raison. Oui, d'autant plus que la question du tort ou de la raison est une question de référentiel. L'autre n'a pas obligatoirement les mêmes circonstances, les mêmes justement raisons que nous, etc. Sa vision peut être un petit peu différente de la nôtre, son vécu ou son ressenti aussi. Donc, la question, elle est très basique et très simple. Dans le couple, il y a des moments où il y a un besoin de partage inconditionnel et que l'on soit d'accord avec telle chose ou pas, c'est quelque chose qui a besoin d'être mis de côté. Le but d'un couple,
je ne sais plus qui disait ça, ça n'est pas se regarder dans les yeux, mais c'est regarder dans la même direction. D'avancer ensemble, en tout cas. D'avancer ensemble. Et donc, je crois qu'effectivement, ça peut toujours arriver, à un moment donné, qu'on dise à l'autre et qu'on s'accroche sur cette question-là. Si c'est quelque chose, effectivement, qui est répétitif, c'est un des premiers vecteurs d'usure du couple. Alors, il faut bien comprendre aussi que quand quelqu'un veut toujours avoir raison, c'est souvent qu'il manque d'estime de lui-même, donc un peu d'indulgence si vous êtes avec un partenaire qui veut tout le temps avoir raison, mais à un moment donné, il faut aussi le remettre face à lui-même. Et puis, ce qui est très important à comprendre, c'est que en ce qui concerne nos émotions, nos sentiments, nos impressions, nos ressentis, certes, on a le droit de dire que c'est ce qu'on ressent, c'est notre vérité, certes, mais la vérité de l'autre, c'est peut-être de ressentir complètement l'opposé. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de relativiser, de savoir écouter l'autre en amour, mais peut-être pas qu'en amour d'ailleurs. Oui, je pense que c'est valable pour toutes les situations de la vie, mais tout le monde le sait plus ou moins. Regardez qu'est-ce qui se passe quand il y a eu une scène de ménage, on s'est envoyé des trucs à la figure, etc. Et qu'à la fin, il y en a un qui dit « Bon, écoute, excuse-moi, je suis peut-être allé un peu loin ». À ce moment-là, l'autre dit « Ben non, tu sais, c'est moi, je suis désolé ». Et on rentre dans quelque chose où, à nouveau, ça n'est plus sur la réaction tensionnelle et colérique de l'ego qu'on répond, mais sur le cœur qui se réouvre. Parce qu'à un moment donné, quelque chose fait qu'on se rend quand même compte que l'autre, c'est celui avec qui on partage beaucoup. Mais oui, laissons un peu l'ego de côté. Hélène, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Écoutez, moi, le problème que j'ai, il n'est peut-être pas si psychologique que ça, mais il me gêne beaucoup. J'ai eu une éventration et avant ça, j'avais eu un accident de voiture, donc j'ai une jambe qui est raide, qui me pose encore des problèmes de santé. Et cette éventration, on ne me l'opère pas, on ne me fait rien. Je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'elle me gêne énormément par rapport aux douleurs que j'ai dans la jambe. J'ai des douleurs dues à un ulcère variceux qui ne guérit pas. Je vous en avais parlé d'ailleurs à l'époque. Et cette éventration me gêne énormément et me donne énormément de douleurs. Voilà, je voulais savoir si on opérait ça, si j'avais intérêt à me faire opérer et si c'était normal que ça me fasse, que ça exacerbe mes douleurs. Voilà. En tout cas, vous avez mal. Ça c'est votre vérité qui n'est pas négociable, qu'il faut entendre, évidemment. Alors en même temps, c'est très compliqué de vous répondre de cette façon-là. Comment voulez-vous, comme ça, à distance, sans vous connaître et vous avoir vu, on vous dise oui, il faut vous faire opérer, il faut faire ceci ou cela. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que, a priori, vous êtes mal, vous ressentez de la douleur, vous n'êtes pas bien dans votre corps. Ce que vous appelez une éventration, c'est quoi? C'est une hernie inguinale ou pas? Je ne sais pas vraiment. Ils m'ont dit que c'était l'enveloppe de l'intestin qui s'était fissurée. Oui. Qu'il faudrait mettre éventuellement un filet. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce qui se fait généralement quand c'est la structure effectivement de la musculature abdominale ou du plancher pelvien. Et là, je pense qu'il faut que vous voyiez éventuellement demander un autre avis, consulter un autre médecin ou un autre spécialiste concernant ça. Là, je ne vais avoir ni la compétence ni la possibilité de vous répondre comme ça. En revanche, sur ce qui est la question de qu'est-ce qu'il y a derrière ça et qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, évidemment que s'il y a éventration, il y a eu effort excessif qui a été fait à un moment donné. Si ça a été en plus consécutif après un accident de voiture, quel était le contexte de vie dans lequel vous étiez? Est-ce que vous étiez dans un rapport à la vie ou vous étiez un peu comme le hamster dans la petite roue qui tourne à toute vitesse et que il y a un moment donné vous ne saviez plus comment sortir de ça? Est-ce que vous étiez dans un rapport à la vie où vous teniez toutes les choses en force et en tension? Qu'est-ce que vous aviez besoin de porter de cette façon-là? Et pourquoi est-ce que vous portiez des choses plus lourdes que nécessaire? Mais c'est exactement ça. Je me suis retrouvée toute seule. Mon mari est décédé brutalement, accidentellement. J'avais des ennuis de santé, encore de nouveaux ennuis sur la même jambe. Voilà, cet ulcère qui ne guérit pas. Et puis, je me suis retrouvée toute seule devant des problèmes énormes. Et toute seule pour les négocier, toute seule dans la vie aussi, alors que j'avais même pas la force physique. Et j'ai tout voulu. Je suis arrivée à mes fins, mais je
je n'étais pas assez solide pour ça. Je pense pas. Vous en avez fait trop par rapport à votre capacité à pouvoir faire les choses, oui. Donc, raison de plus pour aujourd'hui, prendre soin de vous. C'est intéressant d'ailleurs que le choix opératoire, ça soit de mettre un filet. C'est-à-dire ce qui protège, ce qui limite le risque, mais ce qui limite aussi l'amplitude des choses. Vous avez besoin sans doute de... Alors ça c'est facile à dire aussi à distance, mais vous avez peut-être besoin de sécuriser, de réorganiser le rapport à votre quotidien aussi loin que possible, et à ne pas croire qu'il faut que vous portiez tout et que vous fassiez tout et je sais pas de qui vous vous êtes mis la charge, mais franchement il va falloir que vous libériez de l'espace. Ça vous fait mal, ça vous empêche d'avancer et de marcher. Je pense que ça doit avoir aussi des conséquences au niveau respiratoire. Vous êtes dans un espace de vie qui est trop restreint. Et donc, elle essaye de déborder, de sortir par des endroits qui ne sont pas prévus. Vraiment ça, j'ai des problèmes aussi pour respirer, j'ai des problèmes à l'estomac. Et ces problèmes-là, j'ai rencontré une amie. C'est ce que je voulais le plus parce que j'étais trop seule. Et finalement, je me suis liée d'amitié avec une jeune femme, et beaucoup plus jeune que moi, mais avec qui j'ai une amitié merveilleuse. Et depuis que je la connais, je vais beaucoup mieux. Elle m'aide au quotidien, elle m'aide aussi on partage une amitié réelle, donc je peux tout lui dire. Et mais ça montre bien, ça montre bien, Hélène, à quel point la perte de votre mari a dû être un cataclysme, un traumatisme tel que vous vous êtes retrouvée totalement submergée par tout ce que vous deviez faire. C'est quand même un vrai traumatisme de devenir veuve quand on a l'habitude d'être deux et d'être soutenu. Et je pense que vous n'avez pas su suffisamment, quand je dis pas su, excusez-moi, c'est pas du tout un reproche, vous n'avez pas su suffisamment lâcher un peu, vous avez dû vouloir tout prendre et tout faire malgré votre fatigue, votre peine et tout ce qu'il y avait à faire. Et puis là, enfin, vous avez un peu le sentiment d'être moins seul et d'être soutenu. Donc, profitez bien de cet ami et puis analysez bien pourquoi peut-être vous vous êtes mis autant la pression. Je sais pas, parce que je pense que j'avais des parents, mes parents, maman voulaient que tout soit parfait. Et quand j'ai eu cet accident, c'était tellement grave que j'ai eu le moment où je pouvais même plus m'occuper de mes parents dans leur vieillesse, et c'est ce que je voulais pas. Donc j'ai pensé que je ne voulais pas être handicapée et que je allais vivre normalement. Mais Hélène, c'est toujours d'abord soi qu'il faut sauver, et après, s'il nous reste encore un peu d'énergie, on essaye de sauver d'autres personnes. Mais il faut d'abord se sauver soi. C'est une règle universelle. Vous savez, j'ai souvent l'occasion de prendre l'avion pour aller à différentes conférences ou formations, etc., etc. Et quand on vous donne les consignes de sécurité dans l'avion et qu'on vous parle des masques à oxygène, on vous dit la chose extrêmement clairement. On vous dit, mettez-vous d'abord le masque à vous, ensuite vous pourrez aider les autres. Oui, je pense que j'ai trop pris sur moi. Mais vous savez, Hélène, mais Hélène, il y a une chose aussi que je ne répéterai jamais assez parce que je l'entends tous les jours. On donne toujours l'explication que c'est parce que nos parents, machin, etc. Donc ça, c'est une explication, c'est du passé, et maintenant, il faut voir l'avenir et ne pas continuer à être esclave de cette explication de ce qui s'est passé quand on était enfant. Et aujourd'hui, on vous donne l'autorisation de d'abord vous occuper de vous et de prendre soin de vous et de ne pas en faire plus que ce que vous pouvez faire. Écoutez, je suis heureuse de le re-entendre parce que je crois qu'il faut que je l'entende encore pour arriver à m'en persuader, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je me rapproche de plus en plus de cette amie parce qu'on doit même peut-être essayer d'habiter ensemble ou proches. Je ne sais pas, vous appuyez pas trop non plus sur elle, appuyez-vous quand même sur vous-même. Hélène, d'abord. C'est sûr. Mais il faut que je pense à moi, c'est vrai. C'est impliquant, puis attention, partager avec l'autre, c'est formidable et tout, mais je dis souvent aussi dans mes formations aux praticiens d'expliquer aux patients qu'il ne faut pas que la béquille devienne prothèse. C'est-à-dire que ce sur quoi on s'appuie momentanément, et c'est utile et on en a besoin, devienne un système.
Et donc vous avez besoin vraiment de vous réapproprier votre place, de vous réinstaller dans votre ventre, si j'ose dire, et de lui redonner la capacité à vous porter correctement. Donc si j'ai vraiment un conseil mécanique, technique, et etc. à vous donner, c'est essayer de consulter un gastro-entérologue ou essayer de consulter un autre médecin ou chirurgien pour vraiment poser la question. Parce que si vous avez l'inconfort physique que vous avez évoqué, ce n'est pas bon de rester comme ça et de garder. Alors, et c'est très bien qu'on ne veuille pas à tout crin et absolument ouvrir et opérer. Bien sûr, ça c'est une évidence et c'est une bonne chose. En même temps, il y a un certain nombre de fois, il y a des moments où il y a besoin que ce soit fait. Parce que le confort de vie que vous allez récupérer à ce moment-là sera peut-être quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Et puis je conclurai juste, Hélène, à rappeler que lorsqu'on vit avec quelqu'un, quand c'est son compagnon ou sa meilleure amie ou son meilleur ami, eh ben, ça crée quand même des conflits de la vie quotidienne, même si c'est sa meilleure amie. Donc attention, soyez prudente, parce qu'une fois que vous allez vous retrouver à habiter ensemble, il peut y avoir des difficultés que vous ne rencontrez pas aujourd'hui puisque vous n'habitez pas ensemble. Donc c'est important toujours de rappeler que la vie à deux, elle est de toute façon source de conflits, même l'amitié, si... c'est pas un couple. Non, mais pourquoi pas vivre avec sa meilleure amie, mais c'est pas forcément garanti qu'il n'y aura pas de conflit. Il peut y en avoir bien autant, si ce n'est plus qu'avec un compagnon, parce qu'il n'y a pas la sexualité justement pour évacuer les petits tracas du quotidien. Merci Hélène en tout cas et prenez soin de vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et puis, bien sûr, comme toujours, quand Michel Odoul est là pour nous évoquer ce que notre corps nous dit, on a toujours un appel comme ça qui arrive au secours. Et c'est Cassandre qui nous appelle, qui souffre d'une cruralgie. Bonjour, Cassandre. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Et je voulais en savoir un petit peu plus, voilà. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce que vous avez comme ça, on pourra mieux vous aider. Voilà, donc j'ai une cruralgie depuis plus d'un mois et j'arrive pas à la faire passer. J'ai été voir le médecin sous antibiotiques, kiné, tout ça, et il n'y a rien qui la fait passer. Et je ne sais plus quoi faire. Pourquoi des antibiotiques sur une cruralgie ? Il m'a mis sous cortisone. Ah, cortisone, d'accord, ça c'est autre chose. Oui, d'accord, pour soulager la douleur. Oui, antibiotiques, ça devenait inquiétant. Un peu surpris, de ça. Vous savez, je crois que sur une cruralgie, c'est plutôt un ostéopathe ou un praticien shiatsu qui pourra vous aider, parce que on est là sur une question qui est une question mécanique et qui demande la capacité à faire des repositionnements au niveau vertébral. Qu'on précise pour ceux qui écoutent, Michel Odoul, c'est la cruralgie. Alors, si vous voulez, c'est la sciatique de la face interne de devant. Il y a deux grands nerfs qui descendent le long des jambes, qui partent de niveau lombaire au niveau du corps, et qui descendent le long des jambes. Il y a le nerf sciatique. Tout le monde sait approximativement ce que c'est qu'une sciatique. La cruralgie, c'est le pincement d'un nerf qui s'appelle le nerf crural. Ce nerf, il peut être pincé au niveau des trous de conjugaison, à la sortie de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, vers ce qu'on appelle la queue de cheval, où il y a une incidence très fréquente qu'on retrouve avec la troisième vertèbre lombaire. On verra qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle signifie. La particularité de la cruralgie, c'est qu'elle génère des douleurs sur la face interne de la jambe, qui peuvent descendre jusque vers le gros orteil, vers le pied, qui peuvent être très douloureux pour marcher. Mais il y a un lien très particulier et qui est particulièrement parlant. C'est qu'elle peut générer des douleurs au niveau du ventre, notamment sur la face interne de l'aine, des douleurs au niveau des zones ovariennes, ou chez les hommes au niveau testiculaire. Chez certains hommes, même, il y a le testicule du côté qui est concerné, peut même aller jusqu'à doubler de volume. Et là, à ce moment-là, la personne qui est concernée par ça, elle flippe vraiment parce qu'elle a l'impression qu'elle a un truc terrible. Et cette douleur, elle est liée en fait au fait qu'il y a des ramifications de ce nerf qui vont dans ces directions-là, mais ça parle de ce qui est.
La cruralgie, elle nous parle en fait d'une tension qui est une tension profonde sur notre capacité à avancer dans la vie à travers la réalisation, la concrétisation, à travers la capacité à enfanter d'un projet ou pas, et plutôt dans la dimension matérielle. C'est là où la troisième vertèbre lombaire vient parler, parce que L4, L5 et S1 qui sont les zones, alors 4e, 5e lombaire et sacrum, qui concernent plus particulièrement la sciatique, parle de quelque chose de particulier. La cruralgie, elle, la troisième lombaire, la symbolique de la troisième lombaire, c'est le travail. La 5e vertèbre, c'est le couple, la 4e, c'est la famille, la 3e, c'est le travail, la 2e, c'est la maison, et la 1re, c'est le pays. Et donc, il y a sans doute quelque chose qui a à voir avec des tensions vécues dans votre vie matérielle et professionnelle, dans le besoin de concrétiser ou de ne pas arriver à concrétiser un projet, à avoir du mal à avancer dans ce projet. Et est-ce que c'est côté gauche ou côté droit ? Gauche. Côté gauche, donc en lien avec du masculin, avec une décision à prendre, avec une capacité à mettre la jambe en avant, ou avec un vécu du fait que l'autre et un masculin, représentatif de la symbolique paternelle ou de l'autorité ou du conjoint, nous empêche d'aller vers ça. Seriez-vous dans un projet d'enfant que quelqu'un refuse ? Moi, je rêve de partir au Canada. Oui. Et mon nouveau conjoint a des doutes parce que lui, il laisse son fils. Moi, je partirais avec le mien. Et lui, son fils de 21 ans ne pourrait pas nous suivre. Et du coup, c'est ça fait des tensions parce que... oui, c'est le projet, c'est les enfants, c'est etc. Oui, bien sûr. Et que, en plus, vous savez, le bénéfice caché et pervers de ça, c'est que si vous avez une cruralgie qui dure, vous n'allez pas pouvoir faire le voyage. Il y a donc une manière avec laquelle, en inconscient, vous vous sabotez un peu. Une cruralgie, normalement, est quelque chose qui est traitable. Il y a plein de manières de faire. Donc, je vous dis à nouveau, c'est l'ostéopathie, trouver une table d'étirement, faire appel à un praticien shiatsu. Il y a des choses qui vont permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est d'étendre la structure lombaire pour limiter, voire éliminer la compression qui peut exister. La deuxième, c'est aller travailler sur les trajets des méridiens qui sont les méridiens énergétiques qui sont concernés, qui sont notamment la rate pancréas et l'estomac. Donc on voit aussi là le lien avec le comment on appelle ça, l'abdominal, toute la sphère abdominale. Et pour vous, bien sûr qu'il y a le besoin fondamental de clarifier le besoin, clarifier la demande et décider ou non si vous allez avancer ou pas. C'est un choix fondamental qui est à prendre par rapport à l'organisation de votre vie. Donc ostéopathe tout de suite, parce que déjà on va... Ça a déjà été fait. La première chose, c'était l'ostéo. Retournez-y parce que vous étiez... Précisez troisième lombaire, il faut vraiment regarder là parce que souvent sur la cruralgie on commet la même erreur entre guillemets, je ne suis pas dans la critique mais dans l'apport éventuel d'informations. Souvent on va regarder parce qu'il y a aussi là un passage des terminaisons vers quatrième et cinquième lombaire. Et en général c'est une contraction, une contracture qui est au niveau de la troisième qui a des conséquences plus bas. Puis de toute façon, si vous y retournez avec la compréhension de ce que vient de vous dire Michel Odoul, vous avez plus de chances que l'ostéopathie soulage. Vous savez, c'est toujours pareil, quand peut-être que ça vous a soulagé, et puis comme la tension, si je puis dire, psychique restait la même, le somatique a repris le dessus. Oui. Vous voyez ? Vous êtes dans quelle région ? D'abord allé chez le Haute-Savoie. Haute-Savoie, il y a pas mal de gens bien. Moi, il y a des praticiens que je référence, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont vraiment des ostéopathes de très très bon niveau. Il y avait des écoles d'ostéopathie sur Grenoble, etc., qui étaient des gens sérieux. Il y a une grande école d'ostéopathie aussi sur Aix-en-Provence qui forme des ostéopathes professionnels qui sont dans votre région. Donc là, franchement, vous avez... il y a vraiment un potentiel de choix. Si vous avez confiance dans votre ostéopathe actuel, retournez le voir lui. Sinon, faites-vous le cadeau, là aussi, comme je disais tout à l'heure, d'aller éventuellement consulter quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? D'accord. Et puis, régler cette tension avec votre compagnon. Oui. Mais elle est là, la clé. Elle est vraiment là, la clé. Et à la fois avec le compagnon et avec les enfants, c'est-à-dire que si vous voulez, il ne faut pas que ce soit des freins et des poids.
Si eux, ils sont des projets de vie que vous avez créés, ils sont pas là pour vous empêcher de continuer à créer les vôtres dans la mesure où vous les respectez. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'aurais une autre petite question. Je ne sais pas si on vous en a parlé. Alors, allez-y. Non, mais nous, on vous écoute, j'ai fait de l'anorexie à la naissance jusqu'à mes 8 ans. J'ai juste une question. Oui. Maman. Oui, je sais, mais maman ne veut pas me dire. Mais maman ne veut pas vous dire, mais je pense que, quelles que soient les raisons de cela, il comprenait que le rapport à la nourriture, c'est le rapport au premier combat que nous avons eu à mener dans la vie, et que le seul être qui a pu nous la donner, la nourriture, c'est notre mère. Et qu'il y a donc un lien nutritionnel et nourricier qui existe entre l'enfant et la mère, et qui, à un moment donné, si pour une raison donnée, le rapport a été insatisfaisant, difficulté du lien à l'enfant, difficulté à la tendresse et à la douceur, niveau d'exigence excessif, etc., etc. Comme vous le dites d'ailleurs, pourquoi ne veut-elle pas vous en parler ? Parce que ça la concerne elle, peut-être un peu plus qu'elle ne l'imagine. Si vous avez encore votre grand-mère maternelle, posez des questions sur votre mère, justement, à votre grand-mère. Non, elle me dit que c'est pas sa mère qui l'a élevée, c'est sa grand-mère à elle. Donc moi, j'ai jamais connu. Et ensuite, elle me dit que moi, je suis tombée anorexique parce qu'à la naissance, elle n'avait pas de montée de lait, que le gynéco lui a interdit de donner des biberons. Du coup, j'ai pas été nourrie pendant 24 heures. Quand ils ont vu qu'elle avait vraiment pas de lait, ils ont voulu me donner des biberons. Et j'en voulais plus. Bien sûr, mais parce que si vous voulez, il faut arrêter de penser qu'un petit enfant, même en très bas âge, n'a pas de conscience. Il n'a pas un conscient structuré, mais la conscience, elle existe. Et que ce besoin-là et ce lien à votre mère est quelque chose qui n'a pas pu se réaliser parce que le lait n'est pas monté chez elle. Et sans doute qu'elle se sent très coupable de ça, donc pardonnez-lui déjà. Pardonnez-lui déjà, et peut-être que vous pourrez en parler plus facilement. Merci en tout cas, Cassandre. Merci beaucoup. Merci Michel Odoul. Je crois qu'on a donné beaucoup d'informations à tous ceux qui nous écoutent. Et puis pensez au ventre de Bouddha qui s'exprime. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Demain, on sera avec Daniel Flumenbone. Tiens, justement, ce sera dans la continuité de Cassandre. On parlera de toute l'influence de notre sexualité par nos ancêtres. Et puis donc il y aura certainement encore beaucoup de choses à comprendre pour être mieux dans son corps. Les auditeurs